Alors Luc, tu vas nous proposer donc une lecture croisée en ping-pong avec Marion Brunet, auteure de Vanda, mais qui n'est pas présente parmi nous aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, mais qui sera présente en vidéo. Je vais vous lire avec Marion des textes d'autres et spécifiquement des textes d'auteurs de jeunesse, si ça a un sens. Et je vais commencer par vous lire le message que Marion m'a demandé de vous adresser. Bonjour à tous, je suis dépité de ne pas être avec vous et c'est bien malgré moi que je ne participe pas à cette journée. Normalement, je devrais pouvoir visionner les spectacles de la journée puisque vous êtes filmés, alors souriez. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Agence régionale du livre qui a œuvré toute l'année pour qu'on puisse venir à la rencontre des lecteurs. Merci aussi aux enseignants qui ont accompagné leurs élèves dans leur lecture, dans les propositions créatives. Et enfin et surtout, merci aux lecteurs qui ont participé au prix, lu les romans, les BD, se sont investis toute l'année dans ce projet. Comme je ne suis pas là, nous avons tenté un petit ping-pong de lecture avec Luc qui vous lit ce texte si tout se passe comme prévu. Nous avons choisi pour ces lectures des textes jeunesse parce que nous écrivons tous les deux en jeunesse et que, je m'avance pour lui mais sans risque, nous aimons ça. En ce qui me concerne, la littérature jeunesse, c'est de la littérature avant tout et les jeunes sont bien capables de l'identifier. Alors le premier texte qu'elle va vous lire, c'est un texte de Guillaume Guéraud et elle le présente de la façon suivante. J'ai choisi de lire Guillaume Guéraud parce que son écriture est brute, qu'il incarne des personnages en marge, écorchés et qu'il est sans compromis. À Marion. Mes potes, c'était jamais avec effraction, seulement avec discrétion et toujours sans armes. Même pas un couteau ou quoi pour me défendre. On sait jamais. Un vol sans armes, c'est juste un délit. Ça dépend du tribunal correctionnel. Pour les vols à main armée, c'est pas la même chanson. On les juge en cour d'assises parce qu'ils sont considérés comme des crimes. De toute façon, je faisais rien de grave et je me suis jamais fait serrer. Jusqu'à ce que cette sale histoire me tombe dessus. Quand cette ordure m'a coupé le doigt et que je lui ai éclaté la tête. Vous en avez forcément entendu parler parce que ça a fait la une des journaux. Mais c'était il y a 3 ans alors, vous avez dû oublier. J'ai directement atterri aux assises sans passer par la case correctionnelle. Faut que je vous raconte précisément. Voilà, alors moi j'ai choisi de répondre par un texte d'une autrice pour un peu les mêmes raisons, par la façon dont elle traite le langage oral, et en plus parce qu'elle réalise un exploit, c'est une sorte de dystopie de SF, et en plus c'est très rigolo, ça s'appelle Félicratie de Hélène Lenoir. Alors vous remarquez la fluidité des genres, moi je lis des textes de femmes, elle lit des textes d'hommes, enfin c'est très très pensé tout ça. Paris le 26 mai 2029, c'est arrivé bordel. Comme dans les films, comme dans une de ces séries apocalyptiques à 2 balles qui passent à 3 heures du matin, sauf que cette fois c'est réel. Il y a 1 an et demi, les extraterrestres ont débarqué et ils ont envahi la Terre. Manque de bol, dans la vraie vie, celle que je partageais, avec 9 milliards d'humains, ce sont eux qui ont gagné, les cons. En fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Disons qu'au lieu de passer mon existence dans des familles d'accueil craignos qui me ramènent à la DAS au bout de 3 mois, j'ai été adopté par un couple, certes un peu chelou, mais qui me traite plutôt bien. Exception faite des pyjamas pastels qui sont de la pure torture, j'en reparlerai plus tard. Les snorgs en soi ne sont pas vraiment cruels. Par exemple, ils s'occupent de leurs animaux de compagnie avec soin. Le truc, c'est que leurs nouveaux animaux de compagnie, c'est nous. Et oui. Alors, le texte suivant que va nous lire Marion, c'est de Gilles Abier. Et elle nous dit qu'elle a choisi Gilles Abier parce que il a cette sensibilité particulière qui donne à ses textes une délicatesse absolue en même temps qu'une justesse d'appréhension des émotions, même les plus douloureuses. Ma mère nous aperçoit dans la cuisine, mais elle ne nous rejoint pas. Elle abandonne d'abord son sac à main sur le meuble à chaussures, prend son manteau là où il faut, puis se déchausse et regroupe ses escarpins contre le mur. La lenteur de ses gestes lui permet peut-être de contenir l'attention qui doit l'animer en pénétrant dans cet appartement qu'elle a quitté adolescente. Alain et moi l'observons s'avancer vers nous, immobile et silencieux, comme si ma mère avait stoppé le temps. Comme si elle était seule à pouvoir évoluer dans un monde qui se serait arrêté de tourner. Je réfrène un sourire à son approche. Je ne voudrais pas qu'il soit mal interprété, qu'elle s'imagine que je me crois victorieux de l'avoir contrainte à se déplacer jusqu'ici. Si j'ai envie de sourire, c'est parce que la colère m'a fui. Vraiment, je me sens tranquille. Je suis posée dans ma tête. Je n'appréhende même pas ce qui va se produire. Je ne crains pas le pire. Alors, je continue le ping-pong avec un texte de
Émilie Chazeran, que peut-être certains ont lu, qui est un roman que je trouve formidable, La fourmi rouge. Voilà, vous allez voir les échos, je pense. Donc l'idée, c'est deux meilleures copines adolescentes qui imaginent le mec idéal qu'elles rencontreront plus tard. Et elles l'appellent toutes les deux Bastien. Donc elles imaginent chacune leur Bastien. Le Bastien de Victoire a vu le jour en Bretagne. Il est roux, il a un léger cheveu sur la langue, il joue de la cornemuse et de la harpe, et il adore la biche sauce grand veneur. Il a 4 frères aînés qui sont bien sûr tous secrètement amoureux d'elle, mais respectent trop leur cadet pour oser déclarer leur flamme à sa promise. Il ambitionne de devenir anthropologue et il y arrivera puisqu'il est le meilleur de son école d'élite, et ce sans fournir le moindre effort. Il est brillant sans être péteux, beau mais n'a pas l'air de le savoir, et il héritera un jour ou l'autre d'une fortune colossale puisqu'il appartient à la famille royale de Suède. Mon Bastien est très différent, il est très pâle, avec des cheveux noirs et des yeux gris, grand, plutôt maigre, il porte un jogging vert bouteille en permanence, il est passionné de basketball, il est enfant unique et vit seul avec sa mère, son père étant mort dans un accident lorsqu'il avait 8 ans, le malheureux était nettoyeur de carreaux sur un gratte-ciel et son harnais a lâché. Et on finit avec donc la proposition de Marion qui est Axel Sandre. Donc elle nous dit Axel Sandre parce qu'elle s'est mêlée tendresse et humour comme personne. Elle nous a quittés en 2019 et elle nous manque et il faut la lire et la relire. Donc un extrait de Dysfonctionnel. J'avais 12 ans à la naissance de Grégorio, troisième et dernier de mes frères, donc trop grande pour être jalouse de ce bébé tout blond aux yeux bleus, le portrait de sa mère polonaise et non de son père kabyle aux cheveux et yeux bruns et à la peau claire. Un jour, au bar, un client éméché avait même fait la sale blague que ma mère, elle avait conçu le petit avec un Ruskov qui était de passage à l'hôtel. Mon père avait alors sorti son flingue et plus personne n'a jamais osé cette blague. On jouait beaucoup, Grégo et moi, surtout à la bagarre, et il adorait ça. Lorsqu'il a eu 10 ans, un gamin de son école l'a traité de fils de folle et de tôlard, ce qui était vrai, mais Grégo lui a quand même foncé dessus et l'a déglingué en moins de 2. Faut dire qu'à cette époque, il y avait de quoi être susceptible. Pendant que papa faisait un tour par la case prison, maman habitait chez les fous. Voilà, alors moi j'ai choisi de finir avec une autre famille dysfonctionnelle et puis aussi un peu notre mère à tous et à toutes, tous ceux qui écrivent pour la jeunesse, avec une comtesse, la comtesse de Ségur. C'est un livre de 1863 qui s'appelle Les Deux Nigauds et qui raconte l'histoire de 2 enfants, Simplicie et Innocent, qui sont 2 jeunes Bretons, qui rêvent d'aller passer l'hiver à Paris. Monsieur et Madame, c'est le début du livre. Monsieur et Madame Gargillier étaient seuls dans leur salon. Leurs enfants, Simplicie et Innocent, venaient de les quitter pour aller se coucher. Monsieur Gargillier avait l'air impatienté. Madame Gargillier était triste et silencieuse. Savez-vous, cher ami, dit enfin monsieur Gargillier, que j'ai presque envie de donner une leçon cruelle peut-être, mais nécessaire à cette petite sotte de Simplicie et à ce benêt d'innocent. J'aime bien comment on parlait des enfants à l'époque. Quoi, que voulez-vous faire répondit madame Gargillier avec effroi. Tout bonnement contenter leur désir d'aller passer l'hiver à Paris. Mais vous savez, mon ami, que notre fortune ne nous permet pas cette dépense considérable. Et puis votre présence est indispensable ici pour tous vos travaux de ferme, de plantation. Aussi, je compte bien rester ici avec vous. Mais comment alors les enfants pourront-ils y aller? Je les enverrai avec la bonne et fidèle Prudence. Simplicie ira chez ma sœur, madame Bombec. Quant à Innocent, je l'enverrai dans une maison d'éducation, dont on m'a parlé, qui est tenue très sévèrement et qui le dégoûtera des uniformes dont il a la tête tournée.